Pour la 5e année de suite, aucun cadeau, aucun appel pour mon anniversaire. Puis je vois la story de ma sœur, une voiture neuve avec un mot, merci maman et papa. Je les ai rayés de ma vie. 2 jours plus tard, ma mère était en larmes sur mon palier. Je m'appelle Camille. J'ai 29 ans. Je me tenais complètement immobile de mon côté de la porte de l'appartement. Ma main planait au-dessus du verrou, mais je ne l'ai pas tournée. Je regardais simplement par le Judas. Ma mère était là, dans le couloir. Elle semblait dans un état lamentable. Elle pleurait, tremblait et cherchait maladroitement ses clés de voiture. Elle avait l'air terrifiée, mais je savais que ce n'était pas pour moi qu'elle avait peur. Elle était terrifiée parce que pour la première fois de ma vie, je n'allais pas arranger les choses pour elle. Aujourd'hui, c'était mon anniversaire. Mon téléphone était posé sur le plan de travail de la cuisine derrière moi, complètement silencieux. Pas d'appel, pas de texto, pas de carte dans la boîte aux lettres. Pour la 5e année consécutive, ma propre famille avait oublié le jour de ma naissance. Mais je savais qu'ils n'avaient pas tout oublié. Je savais exactement ce qu'ils avaient fait pour ma sœur. Je savais où allait leur argent et leur amour. Ma mère a frappé de nouveau, plus fort cette fois. Elle a appelé mon nom, la voix brisée. D'ordinaire, j'aurais ouvert la porte immédiatement. Je l'aurais réconfortée. J'aurais prétendu que cela ne me faisait rien qu'elle ne m'ait pas apporté de cadeau ou même une simple carte. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je leur offrais la seule chose qu'ils méritaient, mon silence. J'ai pris une grande inspiration et je me suis préparé à ouvrir la porte. Non pas pour l'accueillir chez moi, mais pour enfin me libérer. Pour comprendre pourquoi je me tenais derrière cette porte à regarder ma mère pleurer sans ressentir la moindre once de pitié, il faut comprendre les 28 années qui ont précédé ce moment. Il faut comprendre que je ne me suis pas réveillé un matin en décidant de devenir froide ou cruelle. On m'a appris à être ainsi. J'ai été entraîné à être invisible par les personnes même qui étaient censées me voir. En grandissant, je pensais que l'amour était une transaction. Je pensais que c'était quelque chose que l'on achetait par une bonne conduite. Je pensais qu'on le méritait avec d'excellentes notes, une chambre propre et du silence. Dans notre maison, il y avait 2 filles, mais il n'y avait qu'un seul enfant. Ma sœur Léa était l'enfant. J'étais le plan d'épargne. J'étais la roue de secours. J'étais l'aide ménagère. Léa avait 2 ans de moins que moi. Dès sa naissance, elle a été le centre de l'univers. Elle était bruyante, désordonnée, exigeante, et mes parents adoraient ça. Ils la disaient, pleine de vie, de fort tempérament. Quand elle dessinait sur les murs au feutre indélébile, il riait et prenait une photo. Quand elle ratait un contrôle de maths, il lui prenait un professeur particulier et l'emmenait manger une glace pour lui remonter le moral. Quand je rapportais un bulletin avec des notes parfaites, mon père hochait simplement la tête. Il parcourait le document des yeux, cherchant la moindre erreur, et lorsqu'il n'en trouvait pas, il le posait sur la table. « Bien, disait-il. C'est ce qu'on attend de toi, Camille. » C'était tout. Pas de glace, pas de félicitations, juste le poids étouffant de l'exigence. Je me souviens d'un Noël, quand j'avais 12 ans. J'avais économisé mon argent de poche pendant 6 mois pour acheter un médaillon en argent à ma mère. Ce n'était pas donné. J'avais sauté des déjeuners à la cantine, j'avais fait de petits travaux pour les voisins. Je voulais voir son visage s'illuminer. Je voulais qu'elle me regarde comme elle regardait Léa. Le matin de Noël est arrivé. J'étais assise près du sapin, tenant ma petite boîte emballée. Léa déchirait ses cadeaux comme une tempête. Elle a eu les vêtements qu'elle voulait, le nouveau téléphone, la trousse de maquillage. Moi, j'ai eu quelques livres et un pull que je n'avais pas demandé. Quand est venu le moment d'offrir mon cadeau, j'ai tendu le médaillon à ma mère. Mes mains tremblaient. Elle l'a ouvert, a regardé le cœur en argent et a dit « Oh, Camille, c'est gentil. » Gentil. C'est tout. Puis Léa s'est levée. Elle n'avait rien acheté, elle avait complètement oublié de faire ses cadeaux. Elle a ramassé une boule de papier cadeau froissée sur le sol et l'a jetée sur mon père en riant. « Mon cadeau, c'est ma présence », a-t-elle crié en éclatant de rire. Mes parents ont ri aux éclats. Ma mère l'a serré fort dans ses bras, l'embrassant sur la tête. « Tu es un vrai cadeau, Léa, vraiment. » Je suis restée assise là, avec mon médaillon, gentil,
ayant l'impression d'avoir disparu. C'était notre dynamique. Il suffisait que Léa existe pour que tout lui soit acquis. Moi, je travaillais, je faisais des efforts, je donnais sans relâche, et ce n'était jamais assez. En grandissant, la situation n'a fait qu'empirer. Le favoritisme est devenu financier, flagrant. J'ai cumulé 2 petits boulots pendant mes études pour payer mes frais de scolarité. Je vivais dans une chambre étudiante minuscule que je partageais avec 3 autres filles. Je me nourrissais de nouilles instantanées. Je n'ai jamais demandé un centime à mes parents parce que je connaissais déjà la réponse. Ils répétaient sans cesse que l'argent était rare et qu'ils devaient mettre de côté pour leur retraite. Pourtant, Léa est allée dans une école de commerce privée à Paris. Mes parents ont payé l'intégralité de ses frais de scolarité, ses cotisations d'associations étudiantes et ses vacances de printemps en Espagne. Quand j'en ai parlé à ma mère une fois, juste une fois, elle s'est braquée. « Camille, tu es tellement indépendante », m'a-t-elle dit comme s'il s'agissait d'un compliment. « Tu sais te débrouiller seule. » Léa, elle, a besoin d'un peu plus de soutien. Elle est sensible. Sensible était leur mot poli pour dire gâtée. Indépendante était leur mot poli pour dire délaissée. J'ai accepté cette situation. J'ai ravalé ma peine en me disant que si je continuais à être la fille parfaite, il finirait par le remarquer. Qu'un jour, les choses s'équilibreraient. Je suis devenu le filet de sécurité de la famille. Quand mon père avait besoin d'aide pour sa déclaration d'impôt, il m'appelait. Quand ma mère avait besoin de quelqu'un pour l'emmener chez le médecin parce que Léa était trop occupée avec ses amis, elle m'appelait. Et je disais toujours oui. Je disais oui parce que j'espérais désespérément ces trajets en voiture. J'espérais ces quelques minutes où ma mère, assise à côté de moi, était obligée de me parler. Je lui demandais comment s'était passée sa journée, je lui parlais de mon travail. Elle m'écoutait distraitement, les yeux constamment fixés sur son téléphone à surveiller les réseaux sociaux de Léa. « Tu as vu ce que ta sœur a publié ?» m'interrompait-elle. Elle est dans un restaurant tellement chic. Regarde sa coiffure. Oui, maman, c'est sympa, répondais-je. Le pire, c'est que je ne détestais pas Léa. J'essayais d'être une bonne grande sœur, mais Léa avait appris de mes parents. Elle avait compris que j'étais là pour être utilisée. L'année dernière, l'idée du compte d'épargne commun est née. C'était l'idée de mon père. Il disait que la famille avait besoin d'une réserve en cas de coup dur. Il disait que nous devions tous y participer. Nous sommes une équipe, avait-il déclaré lors d'un dîner. La famille s'entraide. J'y versais 500 € par mois. C'était un effort considérable pour moi, car j'économisais pour acheter mon propre appartement, mais je voulais faire partie de l'équipe. Je voulais prouver ma loyauté. Léa n'a jamais versé le moindre centime. Elle débute dans la vie, Camille, me disait mon père quand je consultais le relevé de compte. Laisse-lui du temps. J'ai vu le solde grimper. Presque tout cet argent venait de moi. J'en étais fier. Je me disais, regarde, je prends soin de nous. Je ne savais pas encore que je n'économisais pas pour un coup dur de la famille, mais pour mon propre chagrin d'amour. En vieillissant, le silence s'est installé. Mes anniversaires sont devenus de moins en moins importants. Pour mes 21 ans, ils m'ont envoyé une carte avec une semaine de retard. Pour mes 25 ans, ils sont venus dîner chez moi, mais ont passé toute la soirée à parler des problèmes de couple de Léa. Mais j'ai continué à essayer. C'est moi qui organisais leurs anniversaires de mariage. C'est moi qui achetais les cadeaux de la fête des pères en y apposant la signature de Léa parce qu'elle avait oublié. J'alimentais ma propre exclusion. Je leur apprenais qu'ils pouvaient me traiter comme un meuble, utile, indispensable, mais totalement ignoré jusqu'au moment où l'on a besoin de s'y asseoir. Je pensais pouvoir tenir indéfiniment. Je pensais être assez forte pour endurer le rôle de celle qui n'est pas aimée. Je croyais que c'était mon destin. Mais tout le monde a ses limites. On ne peut pas rester invisible éternellement sans finir par se demander si l'on existe vraiment. Le point de rupture n'est pas arrivé dans les cris ou les disputes. Il est arrivé sous la forme d'une notification. Hier, c'était mon 29e anniversaire. J'avais pris un jour de congé. Je n'avais pas de grands projets, je voulais juste passer une journée tranquille. Mais au fond de moi, dans cette part enfantine de mon cœur qui refuse d'apprendre, j'attendais. Je me suis réveillé à 7 heures du matin. J'ai regardé mon téléphone.
Rien. Ce n'était pas grave, il était encore tôt. J'ai préparé du café. Je me suis assise près de la fenêtre en regardant les gens promener leurs chiens. J'ai vérifié mon téléphone à 9 heures. Rien. Pas de message, joyeux anniversaire, de maman. Pas d'appel de papa. Pas de même amusant de Léa. À midi, le silence commençait à devenir assourdissant. J'ai commencé à leur trouver des excuses. C'est mardi, me disais-je. Il travaille. Maman est occupée avec son club de jardinage. Papa doit être en réunion. Et Léa? Eh bien, Léa reste Léa. Je suis sorti déjeuner seul. J'ai acheté un sandwich. J'ai laissé mon téléphone sur la table, l'écran tourné vers le haut. Chaque fois qu'il vibrait, mon cœur bondissait. C'était un courriel indésirable, une notification professionnelle, une alerte météo. Ce n'était jamais eux. À 18 heures, le soleil commençait à se coucher. L'appartement s'assombrissait. Je n'avais pas allumé les lumières. J'étais simplement assise sur mon canapé, les yeux fixés sur l'écran éteint de la télévision. La douleur commençait à se transformer en autre chose. Elle devenait un bloc de pierre froid et lourd dans mon estomac. 5 ans. C'était la 5e année de suite. J'ai pensé à les appeler. J'ai failli le faire. J'ai presque écrit « Salut, je me demandais si vous passiez ce soir, mais je me suis arrêté. » Pourquoi était-ce toujours à moi de leur rappeler que j'existais? Pourquoi devais-je supplier ma propre mère de se souvenir du jour où elle m'avait mis au monde? J'ai posé le téléphone. J'ai commandé une petite pizza, j'en ai mangé 2 parts. Puis, vers 21h30, mon téléphone s'est éclairé. Je l'ai saisi. J'ai pensé, enfin. Ils s'en sont rendus compte. Ils m'appellent pour s'excuser. Ils vont me chanter joyeux anniversaire. Ce n'était pas un appel. C'était une notification Instagram. @Léa-Bama-Bavi vient de publier une photo. Je n'aurais pas dû regarder. Je savais que je ne devais pas le faire, mais mon pouce a bougé tout seul. J'ai ouvert l'application. La photo a rempli mon écran. Elle était lumineuse, de haute qualité, filtrée à la perfection. Elle avait été prise dans l'allée de la maison de mes parents. On y voyait Léa. Elle criait de joie, les mains sur le visage dans une fausse surprise. Elle portait une jolie robe blanche, et derrière elle se trouvait une voiture, un cabriolet blanc tout neuf. Il y avait un immense nœud rouge sur le capot. À côté d'elle se tenaient mes parents. Mon père entourait les épaules de Léa, rayonnant de fierté. Ma mère tenait un double de clés, en riant. Ils avaient l'air si heureux. Ils ressemblaient à la famille parfaite. J'ai lu la légende, les meilleurs parents du monde. Je n'arrive pas à croire qu'ils m'aient fait la surprise de cette beauté. Juste pour avoir obtenu ma carte d'agent immobilier. Je suis littéralement la fille la plus chanceuse du monde. Je vous aime tellement. Nouvelle voiture bénie objectifs familiaux. J'ai fixé la photo. J'ai zoomé sur leur visage. Mon père avait l'air si fier. Ma mère avait l'air si aimante. Ils n'étaient pas débordés. Ils ne travaillaient pas tard. Ils n'étaient pas en réunion. Ils faisaient la fête. Ils célébraient, mais ils ne célébraient pas mon anniversaire. Ils célébraient la réussite de Léa à un examen d'agent immobilier qu'elle avait déjà raté 2 fois. Ils avaient dépensé des dizaines de milliers d'euros pour lui acheter une voiture le jour même où ils ne trouvaient pas 10 secondes pour m'envoyer un message. J'ai senti l'air quitter mes poumons. Ce n'était pas un oubli. Oublier est un accident. Oublier est une erreur. Ici, c'était un choix. Ils avaient choisi de passer la journée de mon anniversaire à la fêter, elle. Ils avaient choisi de m'ignorer. J'ai regardé l'heure de publication de la photo, il y a 15 minutes. Ils étaient tous ensemble en ce moment même, mangeant probablement du gâteau et buvant du champagne. Mon nom n'avait même pas effleuré leur esprit. J'ai fait défiler les commentaires. Félicitations ma belle. Oh mon Dieu, j'adore tes parents. Et puis, j'ai vu un commentaire de ma mère, tu le mérites, ma chérie. Tellement fier de toi. J'ai jeté mon téléphone sur le canapé. Il a rebondi pour atterrir sur le tapis. Je n'ai pas pleuré. Je m'attendais à pleurer, mais les larmes ne sont pas venues.
Au lieu de cela, une étrange lucidité m'a envahi. C'était froid et tranchant, comme si je venais de plonger dans de l'eau glacée. Pendant des années, je m'étais raconté des histoires. Je me disais qu'ils avaient simplement du mal à montrer leurs émotions, qu'ils étaient occupés, qu'ils nous aimaient de manière égale mais différente. C'était un mensonge. Ils n'avaient aucun mal à aimer. Ils savaient merveilleusement bien aimer. Seulement, ils ne m'aimaient pas, moi. Ils étaient capables de grands gestes. Ils étaient capables de dépenser de l'argent. Ils étaient capables d'attention et d'affection. Ils réservaient simplement tout cela à Léa. Quant à moi, j'étais leur compte en banque, leur assistance technique, leur plan de retraite. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre. J'ai regardé les lumières de la ville. J'ai réalisé à ce moment-là que j'avais gâché ma vie entière à attendre des gens qui ne viendraient jamais. C'était comme attendre un train à un arrêt de bus. Je suis retourné vers mon téléphone et je l'ai repris. J'ai regardé la photo une dernière fois. Le nœud rouge, les clés, les sourires. Très bien, ai-je dit à haute voix dans la pièce vide. Ma voix était calme. Très bien. Si je n'ai pas d'importance, alors je n'ai pas d'importance. Si je suis invisible, alors je serai invisible. Je n'allais pas les appeler pour hurler. Je n'allais pas commenter leurs photos pour faire une scène. Je n'allais pas mendier des excuses hypocrites. J'allais leur donner exactement ce qu'ils voulaient. Ils voulaient une vie où je ne les dérangeais pas. Soit. J'ai ouvert l'application de ma banque. J'ai ouvert les paramètres de mon forfait téléphonique. J'ai ouvert ma liste de contacts. La tristesse avait disparu. Elle était remplacée par quelque chose de bien plus puissant. Elle était remplacée par le pouvoir. Je n'ai pas dormi de la nuit. La colère qui avait commencé comme une pierre froide dans mon estomac se propageait en moi, me servant de carburant. Pour la première fois depuis des années, mon esprit n'était pas embrumé par la tristesse. Il était d'une clarté absolue. Je me suis assise à la table de la cuisine, mon ordinateur ouvert et mon téléphone posé à côté. La lumière bleue de l'écran était la seule chose qui éclairait la pièce. J'avais l'impression d'être dans un poste de commandement. J'ai commencé par les petites choses, celles qui allaient les agacer sans pour autant les ruiner. J'ai ouvert WhatsApp. Le groupe s'affichait tout en haut de ma liste, famille, équipe B. C'était la discussion de groupe où ma mère publiait des photos de son jardin, mon père de mauvaises blagues, et Léa des liens vers les vêtements qu'elle voulait s'offrir. C'était le groupe où j'avais envoyé des centaines de « joyeux anniversaire » et de « bon courage Léa ». Je n'ai pas fait défiler l'historique pour relire les anciens messages. Je ne voulais pas ressentir de nostalgie. J'ai appuyé sur les 3 petits points dans le coin supérieur, quitter le groupe. Une petite fenêtre est apparue pour me demander de confirmer, voulez-vous vraiment quitter le groupe, famille, équipe B? Mon doigt a hésité au-dessus du bouton. D'ordinaire, la culpabilité m'aurait arrêté. J'aurais pensé, et s'ils ont de la peine, ou, et s'ils croient que je suis fâché? Mais j'ai regardé l'heure. Il était 23h45. Mon anniversaire était presque terminé. Ils étaient toujours en train de faire la fête. Ils faisaient probablement sauter des bouchons de champagne sur le capot de ce cabriolet blanc. Ils ne se souciaient pas de mes sentiments. J'ai cliqué sur quitter. La discussion a disparu de ma liste. Elle n'existait plus. Ensuite, je me suis occupé du forfait téléphonique. Cela faisait 4 ans que je payais la facture de téléphone de la famille. Tout avait commencé quand mon père avait pris sa retraite. Il avait dit qu'il devait réduire les coûts et m'avait demandé si je pouvais prendre temporairement la facture à ma charge, le temps qu'il règle leur dossier de pension. Ce « temporairement » était devenu permanent. Je payais 240 € par mois pour 4 lignes, la mienne, celle de maman, celle de papa et celle de Léa, qui disposait d'internet illimité parce qu'elle était influenceuse et avait besoin de diffuser du contenu en continu. Je me suis connecté au site de l'opérateur. J'ai regardé le détail des lignes. Léa avait consommé 45 gigaoctets de données ce mois-ci. J'en avais utilisé 3 gigaoctets. Je suis allé dans la section de gestion des lignes. J'ai sélectionné mon numéro et j'ai cliqué sur transférer la responsabilité. J'ai déplacé mon numéro vers un compte individuel séparé. Cela a pris 5 minutes. Ensuite, j'ai regardé les 3 lignes restantes.
La facture était prélevée automatiquement sur mon compte courant. J'ai annulé le prélèvement automatique. Puis, je suis allé un peu plus loin. Je me suis souvenu que le compte était techniquement à mon nom. J'étais la titulaire principale du contrat. Cela signifiait que je contrôlais le service. J'ai trouvé le bouton suspendre la ligne. Il y avait plusieurs options, perte vol ou vacances. Je n'ai pas choisi celle-là. J'ai choisi suspendre pour risque de non-paiement. J'ai hésité une seconde. C'était agressif. Si je faisais cela, leur téléphone cesserait de fonctionner immédiatement. Plus d'appels, plus d'internet, plus de textos. J'ai repensé à Léa publiant cette photo. J'ai repensé aux commentaires de ma mère. J'ai cliqué sur suspendre. L'écran s'est rafraîchi, statut, suspendu. Il ne s'en rendrait compte qu'au moment d'essayer de passer un appel ou de rafraîchir Instagram. À cet instant, leur écran afficherait simplement « Aucun service ». J'ai ressenti un étrange frisson. Ce n'était pas de la joie, mais plutôt la sensation de poser un sac à dos extrêmement lourd que je portais depuis 10 ans. Enfin, je suis passé à la décision majeure, l'argent. Je me suis connecté à mes comptes bancaires. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Là, c'était sérieux. Il ne s'agissait plus d'une simple facture de téléphone, mais d'années d'économie. J'ai cliqué sur le compte intitulé « Épargne d'urgence familiale ». C'était un compte joint. Mon nom y figurait, ainsi que celui de mon père. Légalement, cela signifiait que nous avions tous les deux un accès total à cet argent. Le solde s'élevait à 18 400 €. Je savais exactement d'où venait cet argent. Mon père avait versé les 1 000 € initiaux il y a 3 ans. Ma mère avait dû mettre environ 500 € au total au fil des ans. Léa n'avait rien versé. Le reste, soit près de 17 000 €, venait de moi. C'était mes dépôts mensuels, mes primes de fin d'année. C'était de l'argent pour lequel j'avais sacrifié mes vacances parce que mon père répétait que la famille avait besoin d'une sécurité. Eh bien, il y avait effectivement une urgence aujourd'hui, l'urgence était que j'en avais assez d'être exploité. J'ai cliqué sur effectuer un virement. J'ai sélectionné le compte destinataire, mon compte d'épargne personnelle externe. J'ai saisi le montant, 18 400 €. J'ai laissé le compte commun à 0 €. J'ai validé l'opération. La banque m'a averti qu'un virement de cette importance pouvait prendre jusqu'à 24 heures pour être crédité. Ce n'était pas grave, je pouvais attendre. J'ai cliqué sur confirmer. Virement réussi. Je me suis adossé à ma chaise. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. Je tremblais d'adrénaline. Je venais de couper leur réseau de communication et leur accès financier en moins de 20 minutes. Il me restait une dernière chose à faire. J'ai pris mon téléphone, je suis allé dans mes contacts. J'ai trouvé « Maman » bloqué ce correspondant. J'ai trouvé « Papa » bloqué ce correspondant. J'ai trouvé « Léa » bloqué ce correspondant. J'ai ouvert l'application de mon dossier médical en ligne et j'ai retiré ma mère de la liste des personnes à contacter en cas d'urgence, pour la remplacer par ma meilleure amie d'université, Julie. Je suis allé sur le portail de mon agence de location et j'ai retiré mon père de la liste des personnes autorisées à demander un double des clés. Je les ai effacés de ma vie. J'ai rompu tous les liens qui leur permettaient de m'atteindre. J'ai enfin refermé mon ordinateur à 1 h du matin. L'appartement était silencieux. Pour la première fois de ma vie, ce silence ne me semblait pas synonyme de solitude. Il ressemblait à une forteresse. C'était comme si j'avais remonté le pont-levis et verrouillé les grilles. Je suis allé dans ma chambre. Je n'ai pas regardé mon téléphone une seule fois. Je me suis glissé sous les draps et j'ai remonté la couette jusqu'à mon menton. Mon anniversaire était officiellement terminé, mais ma vie, elle, venait de commencer. Le lendemain matin, je suis allé travailler comme d'habitude. Je suis chef de projet dans une entreprise de logistique. C'est un poste exigeant, qui demande de gérer beaucoup de tableaux de bord et de délais serrés. D'ordinaire, j'étais toujours distraite, à surveiller mon téléphone, inquiète pour la santé de ma mère ou pour le dernier drame de Léa. Mais ce jour-là, j'étais concentré au maximum. J'ai enchaîné mes réunions sans effort et j'ai traité tous mes emails en retard. Mon téléphone est resté posé sur mon bureau, écran face contre table. Vers 10 h 30, la panique a dû commencer chez eux.
Je ne pouvais pas voir leurs appels puisqu'ils étaient bloqués, mais je l'imaginais sans peine. J'imaginais Léa se réveillant tard, cherchant son téléphone pour regarder les mentions « J'aime » sur la photo de sa nouvelle voiture. Elle essayait d'actualiser son fil d'actualité. Le petit cercle tournait indéfiniment. Pas de connexion Internet. Elle désactivait le Wi-Fi, redémarrait le téléphone. Rien. Elle essayait d'appeler notre mère. Échec de l'appel. Elle paniquait. Pour Léa, être privé d'Internet équivalait à être privé d'oxygène. Puis mon père essayait d'utiliser sa carte bancaire. Peut-être pour faire le plein, ou pour acheter un café. Il recevait une notification d'erreur de paiement. Ou alors, il se connectait pour vérifier le solde du compte commun et y découvrait un zéro absolu. J'ai travaillé pendant ma pause déjeuner. Je ressentais un calme étrange. C'était comme si je regardais le film de ma propre vie, mais en étant enfin la réalisatrice. Vers 14 heures, les emails ont commencé à arriver. Je n'avais pas bloqué leurs adresses électroniques. Je voulais garder des traces. Je voulais observer l'évolution de leurs réactions. Le premier email venait de Léa. Objet, téléphone. Camille, pourquoi mon téléphone ne marche pas? Ça me dit que le service est suspendu. Tu as oublié de payer la facture? Celui de maman est coupé aussi. Règle ça au plus vite. J'ai besoin de posters. J'ai lu le message en buvant une gorgée d'eau. Pas de bonjour, pas de « joyeux anniversaire en retard ». Juste une exigence, règle le problème. Je n'ai pas répondu. J'ai glissé l'email dans un dossier que j'ai nommé « Preuve ». 1 heure plus tard, un autre message de Léa. Objet, tu es sérieuse? Camille, appelle-moi. Papa est en train de paniquer. Il dit qu'il y a un problème avec la banque aussi. Décroche ton téléphone. J'ai continué à travailler. À 16 heures, j'ai reçu un email de mon père. Objet, appelle immédiatement s'il te plaît. Camille, je n'arrive pas à te joindre. Ta mère est très inquiète. Le réseau mobile est coupé et il y a eu des mouvements non autorisés sur le compte d'épargne. Nous devons nous parler tout de suite. Ce n'est pas drôle. Mouvement non autorisé. C'est ainsi qu'il appelait le fait que je reprenne mon propre argent. Je n'ai pas répondu. À l'heure où j'ai quitté le bureau, j'avais reçu 12 emails. Le ton changeait. On passait de l'agacement à l'incompréhension, puis à la colère. J'ai fait le trajet du retour en voiture dans le silence. Habituellement, j'appelais ma mère en rentrant chez moi. Ce jour-là, j'ai allumé la radio et j'ai chanté sur un vieux morceau que je n'avais pas entendu depuis des années. En arrivant dans ma résidence, j'ai jeté un coup d'œil anxieux au parking. Je m'attendais à moitié à y voir garer le cabriolet blanc, mais le parking était calme. Ils habitaient à 1 heure de route. Ils devaient encore être en train de chercher s'il s'agissait d'un problème technique de l'opérateur ou d'une erreur de la banque. Ils ne pouvaient pas imaginer que j'avais fait cela. Camille la bonne poire, Camille celle qui répare tout. Elle n'oserait jamais. Je suis rentré chez moi. Je me suis préparé un bon dîner, du saumon avec des légumes rôtis. Je me suis servi un verre de vin. 2 jours se sont écoulés ainsi. Mon silence était total. Le bruit de leur côté était assourdissant, même si je choisissais de ne pas l'écouter. Le 2e jour, les messages sont devenus désespérés. De maman. Objet, Camille ma chérie, s'il te plaît, est-ce que tu vas bien? Nous sommes tellement inquiets. Nous ne pouvons pas t'appeler. Ton téléphone est en panne lui aussi? Papa va à la banque demain. S'il te plaît, réponds-nous par email pour qu'on sache que tu es en vie. Ils ne craignaient pas que je sois morte. Ils craignaient de perdre leur soutien financier. Je connaissais bien ce schéma, d'abord la confusion, puis la colère, puis la culpabilité. Mon père a envoyé un long email dans la soirée du 2e jour. De papa. Objet, nous devons parler. Camille, je suis allé à la banque. Ils m'ont dit que tu avais toi-même autorisé le virement. Je ne comprends pas ce qui se passe. Cet argent était destiné à la famille. Tu sais bien que Léa a besoin d'aide pour payer l'assurance de sa nouvelle voiture. Tu ne peux pas simplement prendre cet argent. C'est du vol. Si tu ne le remets pas sur le compte d'ici demain, nous allons avoir un très grave problème. Appelle-moi.
J'ai éclaté de rire dans ma cuisine vide. Du vol, disait-il. Reprendre mes propres économies était du vol. Il s'était tellement habitué à ce que mon argent soit le sien qu'il ne faisait plus la différence. Et il mentionnait l'assurance de la nouvelle voiture. C'était le comble, il lui avait acheté une voiture qu'il n'avait pas les moyens d'assurer, en partant du principe que je paierais les mensualités de l'assurance avec notre compte d'épargne commun. Ils avaient déjà planifié l'utilisation de mon argent avant même de m'en parler. Je n'ai pas répondu. Je n'ai rien expliqué, je ne me suis pas justifié. Je savais que les explications ne serviraient à rien. J'avais essayé d'exprimer mes sentiments pendant des années. Les mots n'avaient aucun effet sur eux. Seules les conséquences comptaient. Je me suis préparé mentalement. Je savais que cette barrière virtuelle ne suffirait pas à les retenir indéfiniment. Ils perdaient le contrôle, et lorsque les personnes narcissiques perdent le contrôle, elles passent à la vitesse supérieure. Ils n'allaient pas se contenter d'envoyer des emails éternellement. Ils allaient venir. Le soir du 3e jour après mon anniversaire, j'étais assise sur mon canapé, en train de lire un livre. Il pleuvait dehors, une pluie battante et lourde qui frappait les vitres. Soudain, l'interphone a sonné. Je me suis levé d'un bond. Je n'attendais personne. Je me suis approché de l'interphone. Je n'ai pas appuyé sur le bouton pour répondre, j'ai simplement regardé l'écran noir et blanc. Il y avait une voiture garée dans l'allée, et ce n'était pas le cabriolet blanc. C'était la vieille berline de mon père. Ma mère se tenait devant la porte d'entrée de l'immeuble. Elle ne portait pas de manteau malgré la pluie. Elle appuyait sur le bouton de l'interphone à répétition. Je l'ai observée. Elle semblait affolée. Ses cheveux étaient trempés. Elle serrait son sac à main contre sa poitrine. Elle avait l'air d'une victime. Si j'avais été l'ancienne Camille, je lui aurais ouvert la porte sur le champ. Je serais descendu en courant avec une serviette. Je me serais excusé de l'avoir inquiétée. Mais j'ai regardé l'heure qui s'affichait sur l'écran, 3 jours s'étaient écoulés depuis mon anniversaire, 3 jours depuis qu'il m'avait oublié. Je ne lui ai pas ouvert. Je suis retourné m'asseoir sur le canapé. 5 minutes plus tard, on a frappé violemment à la porte de mon appartement. Ils avaient dû entrer dans l'immeuble en profitant de l'entrée d'un autre résident. Camille. Camille, ouvre cette porte. C'était la voix de ma mère. Elle pleurait. Je me suis levé lentement. Je me suis approché de la porte sans l'ouvrir. J'ai regardé par le judas. Elle était là, le maquillage coulant sur ses joues, tremblant de froid. Elle avait l'air si fragile. Camille, s'il te plaît. Je sais que tu es là. J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment de vérité. J'ai déverrouillé la porte. Le bruit du loquet a résonné comme un coup de feu dans le couloir silencieux. J'ai tourné la poignée et j'ai ouvert. J'ai ouvert la porte, mais je n'ai pas reculé. Je suis resté planté au milieu du passage, lui barrant l'accès. Ma mère semblait sortir d'une tempête. Ses cheveux étaient collés à son front par la pluie, son chemisier était trempé. Elle avait les yeux rouges et gonflés par les larmes, le regard affolé. Quand elle m'a vu, elle a laissé échapper un sanglot qui ressemblait à un soupir de soulagement. Camille, s'est-elle écriée. Elle a tendu les mains vers moi, tremblante. Oh mon Dieu, tu es vivante. On a cru. On ne savait pas ce qui s'était passé. Elle a essayé de me serrer dans ses bras, de se laisser aller contre moi comme elle le faisait toujours, s'attendant à ce que je la soutienne, à ce que je sois la plus forte. J'ai fait un pas en arrière. Ses bras sont retombés le long de son corps, n'embrassant que le vide. Elle est restée figée, me regardant avec incompréhension. Camille ? Murmura-t-elle. Pourquoi tu me regardes comme ça ? Rentre, ai-je dit. Ma voix était calme, d'une stabilité presque effrayante. Elle m'a dépassé pour entrer dans l'appartement. Elle a regardé autour d'elle avec inquiétude, comme si elle cherchait des traces de lutte, ou peut-être pour voir si j'avais préparé mes valises. Pourquoi tu ne répondais pas ? A-t-elle demandé, la voix montant dans les aigus. Elle a commencé à faire les 100 pas dans le salon, laissant tomber des gouttes d'eau de pluie sur mon parquet. Ton père est malade d'inquiétude. Léa est hystérique. Nos téléphones sont coupés. Le compte d'épargne est vide. On a cru que tu t'étais fait pirater. On a cru que quelqu'un avait volé ton identité.
Elle s'est retournée pour me faire face. Pourquoi tu ne nous as pas répondu? J'ai refermé doucement la porte et j'ai remis le verrou. Je n'ai pas répondu parce que je ne voulais pas vous parler, ai-je dit. Elle s'est arrêtée net. Sa bouche s'est entr'ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Elle a cligné des yeux, de l'eau coulant de ses cils. Quoi? A-t-elle fini par dire. Camille, de quoi tu parles? On est ta famille. Assieds-toi, maman, ai-je dit en désignant le fauteuil individuel, et non le canapé où j'étais assise. Le fauteuil qui se trouvait à l'autre bout de la pièce. Elle s'est assise lentement, restant sur le bord du siège comme si elle était prête à s'enfuir. Elle a essuyé son visage du revers de la main. Tu as coupé les téléphones, a-t-elle dit, un ton d'accusation s'immisçant dans sa voix maintenant qu'elle savait que j'allais bien. Tu as pris l'argent. Tu sais à quel point c'était humiliant? Ton père a essayé de payer l'essence et sa carte a été refusée. Refusée, Camille. Elle ramenait déjà tout à eux, à leur humiliation, à leur désagrément. Et Léa, a-t-elle poursuivi avec plus d'assurance. Elle a besoin de ce téléphone pour son travail. Tu sais bien qu'elle pleure depuis 2 jours. Elle ne peut rien publier sur sa nouvelle voiture. Ça gâche complètement sa semaine de lancement. La voiture. Elle en parlait avec un tel naturel, comme si c'était tout à fait normal. Comme s'il était tout à fait acceptable d'offrir une voiture neuve à l'une de ses filles tout en ignorant l'existence de l'autre. Je l'ai regardée attentivement. J'ai vu les rides d'inquiétude sur son visage, mais j'ai réalisé qu'il s'agissait de rides d'égoïsme. Elle ne s'inquiétait pas pour moi. Elle s'inquiétait du bouleversement de sa vie confortable. J'ai vu la voiture, ai-je dit. Ma voix était douce, mais elle l'a coupée net. Le silence est devenu total dans la pièce. On n'entendait plus que le tapotement de la pluie contre les vitres. Ma mère s'est figée. Ses yeux ont fui les miens, se fixant sur le sol, puis sur le mur, évitant à tout prix mon visage. La voiture. Bafouilla-t-elle. Oh, eh bien, oui, nous. Nous voulions lui faire une surprise. Elle a tellement travaillé pour obtenir sa carte d'agent immobilier. Tu sais à quel point ses études sont difficiles pour elle. Elle a raté l'examen 2 fois, maman, ai-je dit. Et elle n'a révisé que 3 semaines au total. Elle est de nature anxieuse, a répliqué ma mère, se montrant immédiatement défensive. C'est plus difficile pour elle. J'ai vu la voiture, ai-je répété, ignorant son excuse. J'ai vu la photo sur Instagram. Le grand nœud rouge, les ballons, les sourires. Je me suis approché du plan de travail de la cuisine et j'ai pris mon téléphone. Je l'ai déverrouillé et j'ai ouvert la capture d'écran que j'avais enregistrée. Je l'ai tenue sous ses yeux. Vous aviez l'air tellement heureux, ai-je dit. À quelle heure cette photo a-t-elle été prise? Elle a plissé les yeux vers l'écran. Je ne sais pas. Mardi soir. Pourquoi est-ce que ça a de l'importance? Mardi soir, ai-je acquiescé. Vers 19h, je suppose. Oui, sans doute. Nous l'avons emmené dîner au restaurant juste après. Mardi, ai-je répété. Le 14. J'ai rabaissé mon téléphone. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Tu sais ce qui s'est passé d'autre mardi, maman? Son regard est resté vide. Elle ne savait sincèrement pas. Elle a froncé les sourcils, cherchant dans sa mémoire. C'était mardi, dit-elle, démunie. C'était mon anniversaire, ai-je dit. Le sang s'est retiré de son visage. Ce fut instantané. Une seconde auparavant, elle était rouge d'indignation, la seconde d'après, elle était blanche comme un linge. Elle a porté sa main à sa bouche. Oh mon Dieu, chuchota-t-elle. 5 ans, ai-je poursuivi. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. J'ai simplement énuméré les faits. Pendant 5 années consécutives, vous avez oublié mon anniversaire. Pas un cadeau, pas une carte, pas un message. Camille, Elle a commencé à se lever. Assieds-toi, maman, ai-je dit. Elle s'est rassise. Pour mes 25 ans, vous êtes venu chez moi pour vous plaindre de papa. Pour mes 26 ans, vous avez complètement oublié. Pour mes 27 ans, tu m'as appelé avec 2 jours de retard pour me demander de l'argent. Pour mes 28 ans, rien. Et aujourd'hui,
pour mes 29 ans, vous achetez à ma sœur une voiture à 30 000 euros. On ne l'a pas fait exprès, s'est-elle écriée, les larmes coulant de plus belle. Camille, s'il te plaît. C'était une semaine de folie. On était tellement concentrés sur la réussite de Léa à son examen. Ça nous a complètement échappé. Nous t'aimons. Tu sais bien que nous t'aimons. Ah bon, ai-je demandé. Comment pourrais-je le savoir? Nous sommes tes parents. C'est un titre, ai-je dit. Ce n'est pas un acte. L'amour est un acte, et vos actes me montrent exactement la place que j'occupe dans votre vie. Je me suis approché de la fenêtre pour regarder la pluie. Il y a 3 jours, je me tenais derrière cette porte, ai-je dit, le dos tourné vers elle. J'ai attendu toute la journée. Je regardais mon téléphone toutes les 5 minutes. Je me disais, peut-être que cette année, ils se souviendront. Et puis j'ai vu cette photo. Je vous ai vu faire la fête. Vous n'étiez pas débordée, maman. Vous n'étiez pas malade. Vous vous amusiez. Je me suis retourné pour lui faire face. Vous avez utilisé mon argent pour l'apport de cette voiture, n'est-ce pas? Elle a baissé les yeux sur ses mains, faisant tourner son alliance. Nous allions le remettre sur le compte, bredouilla-t-elle. Nous avions juste besoin de fonds pour l'apport. Les conditions de crédit étaient intéressantes, alors nous avons pensé. Puisque tu avais ces économies. Puisque j'avais ces économies, ai-je répété. Puisque je faisais des heures supplémentaires, puisque je me privais de vacances, puisque je roulais dans une Renault Clio de 6 ans pendant que Léa s'affiche dans un cabriolet neuf. Elle a besoin d'une voiture fiable pour son travail d'agent immobilier, s'est écriée ma mère, tentant de retrouver une supériorité morale. Son image est importante. Je suis ta fille, ai-je crié. Ma voix s'est enfin brisée. Mon calme s'est fissuré un court instant. J'ai de l'importance, ou du moins je devrais en avoir. Le salon a résonné de l'écho de mon cri. Ma mère s'est recroquevillée dans son fauteuil. Elle semblait soudain petite et pitoyable. Nous t'aimons, murmura-t-elle à nouveau. C'était sa seule défense, la seule arme qui lui restait. Alors pourquoi ne pas avoir agi en conséquence, ai-je demandé. Pourquoi ai-je dû acheter mon propre gâteau d'anniversaire? Pourquoi est-ce toujours moi qui devais m'occuper d'installer Internet, de faire vos déclarations d'impôts, de payer les forfaits de téléphone et d'alimenter le compte d'épargne pendant que Léa récoltait tous les honneurs? Elle n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas répondre. C'est fini, maman, ai-je dit. Mon calme était revenu. Je résilie définitivement le forfait téléphonique familial demain. L'argent qui était sur le compte d'épargne m'appartient. J'ai tous les relevés bancaires qui prouvent que chaque dépôt provient de mon salaire. Cet argent reste sur mon compte. Tu ne peux pas faire ça, dit-elle d'une voix tremblante. Nous comptions sur cette réserve. Et s'il arrive quelque chose? Dans ce cas, vous appellerez Léa, ai-je dit. Elle a une nouvelle voiture. Elle pourra toujours la revendre. Ma mère m'a regardé avec un sentiment d'effroi. Elle venait enfin de comprendre que je ne faisais pas un caprice. Je ne cherchais pas des excuses pour que nous puissions passer à autre chose. J'étais en train de tout arrêter. Tu nous coupes de ta vie, demanda-t-elle, d'une voix à peine audible. Pour une histoire d'anniversaire? Non, ai-je répondu. Pas pour un anniversaire. Pour toute une vie. Ma mère m'a fixé. La réalité de mes paroles s'imposait à elle, lourde comme la pluie au dehors. Elle a de nouveau inspecté mon appartement, mais cette fois-ci, ce n'était plus pour chercher des indices. Elle le regardait comme si elle le voyait pour la toute dernière fois. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle supplié, la voix chevrotante. On est ta famille. On ne démissionne pas de sa famille. Je n'ai pas démissionné, ai-je dit. J'ai été licencié. Vous m'avez licencié il y a bien longtemps, maman. Vous me gardiez simplement sous la main pour nettoyer vos dégâts. Elle s'est levée. Elle a avancé vers moi, les mains ouvertes, paume vers le haut. C'était le geste d'une mendiante. Camille, s'il te plaît. Je suis désolé. D'accord? C'est ce que tu veux entendre? Je suis tellement désolé que nous ayons oublié. Nous allons nous rattraper. On va organiser un grand dîner ce week-end. Rien que nous. Sans Léa. On va fêter ton anniversaire.
Je l'ai regardé. Une semaine plus tôt, cette promesse m'aurait comblé de joie. Une semaine plus tôt, j'aurais accepté ces miettes. Je me serais dit, enfin mon tour. Mais aujourd'hui, face à son visage baigné de larmes, je ne ressentais strictement rien. Ses paroles étaient creuses. Ce n'était que de la panique déguisée en amour. Elle ne me proposait pas ce dîner parce qu'elle voulait me fêter, mais pour racheter son filet de sécurité financière. Je ne veux pas de dîner, ai-je dit. Alors qu'est-ce que tu veux, s'est-elle écriée. Dis-moi ce que tu veux. Tu veux une voiture, c'est ça? On va trouver une solution. On va t'en trouver une. J'ai eu un rire court et sec. Je ne veux pas de voiture, maman. J'ai acheté ma propre voiture, tu te souviens? Il y a 3 ans, et je l'ai payée moi-même. Alors quoi, a-t-elle crié. Qu'est-ce que tu attends de nous? Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai laissé le silence s'installer entre nous une toute dernière fois. Rien, ai-je dit. Elle a scié. Rien. Je ne veux absolument plus rien de votre part, ai-je dit. Pendant 29 ans, j'ai espéré votre approbation. J'ai espéré votre attention. J'ai voulu que vous me regardiez comme vous regardez Léa. Je voulais que vous soyez fiers de moi sans que j'aie besoin de le mériter par mes efforts. J'ai repris mon souffle. Mais aujourd'hui, je n'en veux plus. Parce que j'ai compris que si je dois mendier votre amour, il ne vaut pas la peine d'être reçu. Elle est restée là, sidérée. Elle était venue en s'attendant à une dispute. Elle s'attendait à ce que je crie, à ce que j'exige des excuses, à ce que je négocie. Elle savait comment gérer la colère. Elle ne savait pas comment gérer l'indifférence. Camille, chuchota-t-elle. Ne dis pas ça. Je ne vous demande plus rien, ai-je répété doucement. Je ne vous demande pas de vous souvenir de mon anniversaire. Je ne vous demande pas de me rembourser. Je ne vous demande pas de m'aimer. Mais nous t'aimons. La famille est censée être présente, ai-je dit en lui coupant la parole. Ma voix était calme. Vous ne l'avez pas été. Ni pour les grandes occasions, ni pour les petites. Vous n'avez pas répondu présent. Elle a baissé les yeux vers ses pieds. Toute combativité l'avait abandonnée. Ses épaules se sont affaissées, elle semblait bien plus âgée qu'à son arrivée. Alors, c'est tout, demanda-t-elle d'une voix éteinte. Tu t'en vas, comme ça? Je suis là, ai-je répondu. Je suis juste ici. C'est simplement que je ne vous appartiens plus. Elle est restée immobile pendant un long moment. Je ne l'ai pas bousculée, je ne lui ai pas crié de sortir. J'ai simplement attendu. Finalement, elle a hoché la tête dans un geste saccadé. Elle a essuyé son visage de sa manche. D'accord, dit-elle d'une voix creuse. D'accord, si c'est ce que tu ressens. Elle s'est tournée et s'est dirigée vers la porte, d'un pas lourd. Elle s'est arrêtée, la main posée sur la poignée, sans se retourner pour me faire face. Elle s'adressait simplement au bois de la porte. Tu nous appelleras, finit-elle par demander. Quand tu te seras calmé. Elle n'avait toujours pas compris. Elle pensait qu'il s'agissait d'une colère passagère. Elle pensait que j'allais me calmer. Elle ne réalisait pas que j'étais glacé par leur attitude depuis des années. Prends soin de toi, maman, ai-je dit. Ce n'était pas une promesse d'appeler. C'était un adieu. Elle a ouvert la porte. Le couloir était désert et silencieux. Elle a fait un pas à l'extérieur. Camille, dit-elle en se retournant une dernière fois, le regard suppliant. On était parents. Je l'ai regardée. Je voyais la femme qui m'avait mis au monde, la femme qui m'avait élevé, mais je ne voyais pas une mère. Une mère protège, une mère prend soin de ses enfants. Je sais, ai-je dit. Je me suis avancé et j'ai doucement repris la poignée de la porte de sa main. Au revoir. J'ai fermé la porte. Je ne l'ai pas claquée. Il n'y a pas eu de grand bruit théâtral, juste le léger clic du peigne glissant dans la gâche. J'ai verrouillé la porte à double tour. J'ai mis la chaîne de sécurité. J'ai appuyé mon front contre le bois frais de la porte. J'attendais le contre-coup. J'attendais que la vague de culpabilité m'emporte. J'attendais de me sentir comme une mauvaise fille. Mais rien n'est venu. À la place, je me sentais légère. Je me sentais sereine.
le vacarme dans ma tête, cette inquiétude constante à leur sujet, ce besoin permanent de leur plaire, cette éternelle question, pourquoi ne suis-je pas assez bien? Tout cela avait disparu. Tout s'était tu. Je suis retourné dans mon salon. J'étais seul. Seul avec mes meubles, mes livres, ma vie. Ce silence m'appartenait. C'est moi qui payais cet appartement. C'est moi qui avais construit cette paix. Pour la première fois, ce vide ne me paraissait pas synonyme de solitude. Il ressemblait à un nouveau départ, à un espace pour grandir. Je suis allé dans la cuisine. Sur le plan de travail se trouvait une petite boîte en carton blanc provenant de la boulangerie du quartier. Je l'avais achetée 3 jours auparavant, le jour exact de mon anniversaire, mais je ne l'avais pas ouverte. J'avais été trop en colère, trop blessé. J'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvait une simple part de gâteau au chocolat, décorée d'une petite fleur en sucre. J'ai sorti une petite bougie d'un tiroir et je l'ai plantée dans le gâteau. J'ai éteint la lumière de la pièce. La seule clarté provenait des lampadaires extérieurs, filtrant à travers la vitre striée de pluie. J'ai craqué une allumette et j'ai allumé la bougie. La flamme a vacillé, puis s'est redressée, projetant une douce lueur dorée sur le plan de travail. Je me tenais là, dans la pénombre. J'ai pensé à Léa au volant de sa nouvelle voiture. J'ai pensé à mes parents chez eux, probablement en train de se disputer ou de paniquer à cause de leur facture de téléphone. Je ne leur voulais pas de mal. Je ne les détestais pas. C'était simplement que je n'avais plus besoin d'eux. J'avais passé 29 ans à attendre que quelqu'un m'accorde de la valeur, à attendre que l'on me dise que je méritais d'être célébré. J'ai regardé la flamme. Je me suis fié à moi-même, ai-je murmuré. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas fait de vœux. Je n'avais plus besoin de faire de vœux. J'allais réaliser mes projets moi-même. J'allais voyager. J'allais économiser pour acheter mon propre logement. J'allais me faire des amis qui me demanderaient sincèrement comment s'était passée ma journée. J'ai pris une grande inspiration et j'ai soufflé la bougie. La fumée s'est élevée dans l'air, dégageant une odeur de cire et de sucre. Joyeux anniversaire, Camille, ai-je dit à la pièce vide. Et pour la première fois de ma vie, je le pensais vraiment. Je me tourne maintenant vers vous. Oui, vous. Si vous regardez cette vidéo et que vous savez ce que l'on ressent lorsque l'on est l'enfant invisible de sa famille. Si vous savez ce que c'est que de porter tout le monde à bout de bras alors que vous êtes vous-même en train de sombrer. Si vous savez ce que c'est d'attendre un amour qui ne vient jamais. Je veux que vous sachiez que vous n'avez pas à attendre. Vous pouvez fermer la porte, la verrouiller et allumer votre propre bougie.